26 ans après les conférences nationales qui avaient suscité de nombreux espoirs sur le plan de la démocratisation, l'année 2016 aura été marquée par une nette régression des pratiques démocratiques. Avec le professeur Albert Bourgi, nous analyserons les situations dans 4 pays, la RDC, le Congo, le Gabon et la Gambie. Albert Bourgi, bonjour. Bonjour. En RDC, il aura fallu l'implication de la conférence épiscopale pour parvenir à un accord entre la majorité et l'opposition. Si on a évité une crise à l'issue incertaine, on est face à une situation inédite. Quel enseignement tirer du cas de la RDC ? Oui, bien sûr qu'il y a un enseignement à tirer, c'est que malheureusement la démocratie a du mal à s'implanter dans ce pays. Un pays, n'oublions pas aussi, qui n'est pas banal, c'est un pays continent, par la superficie, par la population, par l'histoire. Et également, pas oublier que le Congo, la RDC, donc, est un pays qui a traversé une période extrêmement difficile, l'une des périodes politiques, économiques et militaires les plus difficiles du continent. À la chute de Mobutu. À la chute de Mobutu, l'arrivée de Laurent Kabila, son assassinat, le fils qui arrive, les élections présidentielles de 2006 et 2011. L'élection présidentielle de 2006 était, disons, plus encadrée, puisqu'elle était plus ou moins suivie par ce qu'on appelle la communauté internationale. Notamment les Nations Unies. Absolument. Ça l'a été beaucoup moins pour 2011, parce que le fichier électoral qui avait été préparé précisément par les institutions internationales a été complètement dévoyé. Donc, enfin, 2011 a été déjà une élection tronquée, à mon sens, largement tronquée. Et puis, bien évidemment, comme toujours, lorsqu'il s'agit de personnalités qui tentent en quelque sorte de passer outre les règles les plus élémentaires de la démocratie, eh bien, on s'installe au pouvoir, on n'en part pas, et puis quitte ensuite à pouvoir provoquer des troubles, comme ça a été le cas précisément à la fin du fameux mandat, notamment le 19 décembre dernier. Alors, la majorité tenait au maintien de Joseph Kabila jusqu'à l'élection du futur président. Elle a obtenu, mais la cohabitation ne sera pas, et plus qu'incertaine. Et bien sûr, c'est-à-dire que je crois que ce qui a été mis en place, le mécanisme, disons, de balancier qui a été installé après cet accord, largement en tout cas suscité par l'épiscopat. C'est pas la première fois que l'Église catholique s'implique. On l'avait déjà vu lors de la conférence nationale en 91. Lors de la conférence nationale, mais n'oublions pas aussi lors de cette conférence internationale où Mobutu s'était distingué en disant « mon parti ni de droite ni de gauche, il est toujours devant ». Alors on ne sait plus très bien, en réalité on a un petit peu l'impression qu'on est d'une manière générale plus statique qu'on l'est bien évidemment en Afrique de l'Ouest, on l'a dit à plusieurs reprises, voire même dans certains pays d'Afrique centrale. On reviendra sans doute là-dessus avec notamment le Gabon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est disons, une espèce de projet un peu bancal, disons, mais qui a eu l'avantage quand même de mettre fin à des violences extraordinaires, où il y a des morts quand même. Officiellement, les chiffres sont relativement pas bas, mais arrêtés à, je ne sais, 40 ou 50 morts, il semblerait qu'il y en aurait eu beaucoup plus. Donc je pense que cet arrangement qui a été largement instauré en tout cas poussé par l'épiscopat, cet arrangement tiendra sans doute jusqu'à son terme, sauf que au terme précisément de cette fin 2017, c'est-à-dire au terme de ce 2017 fin décembre, de ce glissement, il est à craindre sans doute qu'il y ait des velléités de maintien de Kabila poussées sans doute par ses partisans, qui ne baissent pas les bras, avec notamment la possibilité de recourir, pourquoi pas, à l'Assemblée nationale, où le parti bien sûr de Kabila est majoritaire, de recourir éventuellement à un référendum, comme le font d'ailleurs les autres dirigeants d'Afrique centrale. À propos de référendum, justement, sur l'autre rive du fleuve Congo, le Congo-Brazzaville, il aura fallu une révision constitutionnelle en octobre 2015 pour permettre à Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat, ce qui a été fait en mars 2016. Et là aussi se pose la question du respect des lois fondamentales. Moi, je crois que fondamentalement, Sassou Nguesso ne respectera aucune règle posée ou imposée, notamment en matière de limitation des mandats. On l'a vu, il est en place ça fait un bout de temps, ça fait depuis 1900 ans que je me souviens de la fin de la guerre, c'est-à-dire 93. Avec un intermède, parce qu'il est revenu en 97. Oui, il est revenu en 97, après la victoire militaire, bien sûr, avec l'aide directe
ne l'oublions jamais, de l'Angola. Ça a été dit tout simplement par des responsables angolais. Donc c'est vrai qu'il est revenu là-dessus, mais souvenons-nous également qu'à ce moment-là, tout à fait après la guerre, il a d'abord pris en compte en quelque sorte une transition de 5 ans. Il est revenu ensuite à plusieurs reprises, bien sûr, pour des mandats de 5 ans, il me semble 2 mandats. Ensuite, actuellement même, promulgation d'une nouvelle soi-disant constitution, en fait promulgation, mais qui n'était pas encore appliquée lorsque précisément on a voulu soi-disant s'en tenir à cette nouvelle disposition et pour un nouveau mandat. Mais ce nouveau mandat, il est renouvelable, il peut être à satiété. Renouvelable 2 fois. Je me demande si ce n'est pas 3 fois d'ailleurs. Renouvelable 2 fois, ce qui ferait 3 mandats. Oui. Alors c'est rare qu'il y ait 3 mandats. On s'est arrêté un petit peu partout à 2 mandats et maintenant c'est 3 mandats. Je ne sais pas. Moi, il me semble quand même que dans ce domaine, en tout cas, Sassou Nguesso joue un petit peu ou fait de l'acrobatie véritablement institutionnelle et également cette constitution finalement congolaise. On se demande si c'est pas du chiffon de papier. Et contrairement à la RDC, on voit bien que l'arrestation du principal opposant, Jean-Marie Mokoko, ne milite pas en faveur d'un accord entre majorité et opposition aujourd'hui. Oui, pour ce qui concerne la RDC. Le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville. Bien sûr, c'est vrai que... Mais on a l'impression qu'au Congo-Brazzaville, il y a Sassou, et c'est vrai qu'il y a des partis un petit peu adverses, mais qui ne se manifestent pas beaucoup et dont on ne connaît pas très bien l'implantation, même si pour certains d'entre eux, ils ont véritablement un enracinement dans la société congolaise. C'est ça la vérité, c'est que Sassou use d'un certain nombre de moyens, c'est vrai, notamment les moyens financiers, pour tenter en quelque sorte de se pérenniser, de se maintenir en tout cas au pouvoir. À présent, le Gabon, avec une élection au résultat plus que contestable, selon le rapport de l'Union européenne, et puis une opposition et une majorité qui se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Oui, vous avez raison de revenir sur le Gabon. C'était une élection comme nulle autre pareille en matière de fraude, c'est-à-dire des fraudes grossières qui ont été ensuite prolongées par un recours à une juridiction constitutionnelle dirigée par une proche du président actuel, bien sûr, de Ali Bongo. Mais je crois que dans le cas de Ali Bongo, je me demande si les choses ne vont pas se passer autrement qu'avec son père. Avec son père, il y avait eu effectivement des contestations, des controverses post-électorales. Il avait réussi néanmoins parce que, précisément, il avait une façon d'agir. Parce qu'il avait su tendre la main à l'opposition, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Tendre la main, souvenez-vous, de ces fameux accords de Paris, signés à Paris, qui ont permis, en quelque sorte, de consolider le dialogue politique. Lui aussi, Ali Bongo, propose un dialogue politique, mais avec arrogance. C'est ça le vrai problème. Avec une espèce de suffisance dont on se demande d'où il la tire, cette suffisance. Parce qu'en réalité, et manifestement, il est minoritaire dans le pays. Et moi, je crois que les choses peuvent beaucoup plus s'aggraver qu'on ne le pense. Et peut-être aussi, à un moment, sans doute pas tellement, comment dirais-je, utile en tant que tel pour la sérénité dans ce pays, c'est au moment de la Coupe d'Afrique des Nations, qui sera boycottée, c'est certain, par les Gabonais proches et qui souhaiteraient de Jean Ping. De Jean Ping, mais surtout, je crois que c'est l'adhésion à Jean Ping, certes, résulte bien sûr de sa personnalité, mais également du rejet que suscite dans l'opinion gabonaise Ali Bongo. Albert Bourgi, les élections législatives ont été reportées. Elles pourraient s'avérer être le second tour de l'élection présidentielle, à moins qu'elles ne soient boycottées par l'opposition. Oui, ça pourrait être le deuxième tour, mais je ne pense pas que Jean Ping et ceux qui sont ses alliés, car il y a beaucoup de monde autour de lui, des responsables politiques et surtout une majorité de Gabonais qui suivent aujourd'hui la ligne tracée par Jean Ping. Je crois que, il me semble que Jean Ping ne cédera pas sur ce terrain. Et je ne crois pas que l'alternative soit l'organisation d'élections législatives. Aujourd'hui, ce qu'il réclame, et ça se lie, c'est une reconnaissance de sa victoire. C'est une reconnaissance de sa victoire, et il tient précisément à démontrer qu'au fond, la victoire d'Ali Bongo a été totalement usurpée, qu'elle ne répond pas du tout, justement, aux petites règles, ne fût-ce petites, et même grandes règles du suffrage universel. Pour finir, la Gambie, au soir de l'élection, Yahya Jammeh a reconnu sa défaite. Il a même félicité son rival, Adama Barrow. Puis, une semaine plus tard, il s'est rétracté. La CEDEAO s'est impliquée comme médiateur, mais elle semble impuissante aujourd'hui. Oui, c'est vrai que cet épisode gambien peut prêter, non pas à sourire, mais
peut prêter à question. Pourquoi est-ce qu'il revient sur ce qu'il a dit? Je pense qu'il l'a dit dès le début des opérations électorales elles-mêmes, que s'il perdait, il se soumettrait au verdict populaire. Il l'a fait à première vue après les résultats, puisqu'il a reconnu, je crois qu'il a même eu un contact avec le vainqueur de l'élection présidentielle, mais peut-être aussi qu'il y a eu du côté du vainqueur de l'élection présidentielle, en tout cas de l'entourage du vainqueur de l'élection présidentielle, quelques petites erreurs qui ont fait mouche chez justement Yahya Jammeh, qui s'est dit, tiens, au fond, si je suis battu, je risque de subir les foudres, comme le lui promettait précisément certains membres de l'entourage. Fallait-il lui donner des gages? Mais non pas lui donner des gages. La Gambie n'a jamais connu d'alternance politique. Donc quand on ne connaît pas l'alternance politique, on a toujours peur, quand on perd, d'être la victime véritablement la plus simple de celui qui a gagné, et bien évidemment avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le plan à la fois national et international. Je veux dire que dans un pays comme le Sénégal, qui a connu l'alternance, qu'un pays comme le Ghana, une alternance n'est pas la fin du monde politique pour celui qui a été battu. Au contraire, souvent ils reviennent. Regardez Abdoulaye Wade, il a perdu à plusieurs reprises, il a gagné en 2000. Mais ce n'est pas le cas en Gambie. La Gambie n'a jamais véritablement, disons, réuni les conditions politiques, institutionnelles et juridiques d'une alternance réussie. Alors, quelles leçons faut-il retenir, Albert Bourgi, de cette année politique sur le continent 2016 ? Moi, je crois qu'il ne faut pas être nécessairement pessimiste. Bien sûr qu'il y a des ratés. On a parlé ici à plusieurs reprises de malédiction qui frappe. Surtout en Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est ce qu'on dit. L'Afrique centrale. Regardez l'Afrique de l'Ouest. Quand même, l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, est entrée dans un cycle de normalisation politique institutionnelle. Il y a des juridictions constitutionnelles. Il y a également un contrôle, notamment, des opérations électorales, qui est fait aussi bien en amont qu'en avant. En amont, comme on a, bien sûr, en aval des scrutins. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Où là, précisément, je crois que c'est une question de confiance et peut-être de culture politique. De culture politique et d'absence de société civile organisée, capable précisément de peser sur les acteurs politiques. D'être un contrepoids. D'être un contrepoids et de peser parfois sur même les tentations des acteurs politiques de vouloir tout simplement tordre le cou à la réalité ou au réalisme, en tout cas du suffrage universel. Merci Albert Bourgi. Merci.